Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítala v Moravské zemské knihovně na kulturní programu knihovny Milana Kundery. Děkuji, že jste všichni přišli a je mi velkou ctí vám představit pana profesora Antoana Marése. Který bude hlavním aktérem, a pana profesora Kylouška, který bude jeho spoludiskutujícím. Taktéž vítám naše ctěné tlumočnice a přeji vám krásný večer. Ještě jedna informace. Pan profesor bude mluvit o své knize o panu Emánovi. Pakliže byste si ji chtěli zakoupit, vzadu na stolečku máte informace, jak si ji zakoupit v Brně, po případě v jiném prostředí, v jiných kulturních podmínkách. Přeji vám krásný večer. Bonjour tout le monde, je suis content de vous voir en si grande et bonne compagnie. Je suis aussi très heureux de pouvoir présenter Antoine Marès. Je vais le présenter d'abord de manière tout à fait personnelle, puisque moi je l'ai connu tout à fait au début des années 1990 à Paris. Il était mon chef, mon directeur de département au moment où je travaillais à Paris, à l'INALCO, comme lecteur de tchèque. Voilà. Puis, je l'ai de nouveau revu de manière un peu plus intense à Prague, au moment où il travaillait comme directeur du CEFRES. Alors, c'est un peu, l'Académie française en République tchèque, et son grand mérite à ce moment-là, c'était les grandes discussions des sociologues, des historiens, des critiques, en fait, et ces contacts entre le côté français, les spécialistes français, et les enseignants tchèques ou les spécialistes tchèques, c'était quelque chose qui a fait beaucoup avancer méthodologiquement et théoriquement les humanités dans les universités tchèques. Sans ces fraises des années 90, on n'aurait pas les résultats que nous avons aujourd'hui. Bon, et le troisième aspect tout à fait personnel, c'est la bibliothèque des traductions des auteurs tchèques que Antoine Marès a rassemblé pendant son séjour pragois. Une bibliothèque extrêmement riche, notamment des éditions avec des illustrations, disons des grands illustrateurs et artistes tchèques. Et toute cette collection a été donnée par Antoine Marès à la faculté des lettres et constitue un fonds inappréciable. C'est pour ça, Antoine, c'est encore une manière de te remercier pour ce don généreux. Ceci montre aussi à quel point Antoine Marès s'intéresse à la culture tchèque, à la culture tchécoslovaque, à l'Europe centrale. Et là, je passe déjà à la présentation je dirais, plus officielle, c'est-à-dire spécialiste d'Europe centrale. Dans sa terminologie qu'il a propagée, c'est l'Europe médiane, pour distinguer de l'Europe centrale. Spécialiste de l'histoire des relations internationales, d'histoire politique et militaire, des relations culturelles internationales, dans sa complétude, c'est-à-dire y compris la culture, musique, littérature, traduction, des exils centre-européens en France, des approches biographiques. Vous voyez ici les publications
concernant notamment Beneš et les acteurs des relations franco-tchécoslovaques, l'histoire tchèque et slovaque, ainsi de suite. Bon, sa carrière, disons, universitaire, c'est Institut de langues et littérature orientale, non, langue de littérature et civilisation orientale. Orientale dans le sens ancien en France, c'est-à-dire y compris tout ce qui est à l'est de la France, y compris cette Europe médiane, l'Europe centrale. C'était de 1977 à 2003. Ensuite, il a été nommé professeur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, de 2004 jusqu'à 2020. Sa direction du CEFRES, je l'ai déjà mentionné, entre 1998 et 2001. Et ensuite, travaille à l'Institut d'études slaves entre 2000 et 2008. Activités culturelles, problème des médiateurs, traducteurs, éditeurs, peintres, illustrateurs. Notamment, je recommande, je ne sais pas si la publication est là, Naše Francie. Ça a été une importante exposition des illustrations, des traductions et illustrations de la poésie française à Hvězda, Letorádek Hvězda à Prague. Il faut encore mentionner doctorat honoris causa de l'Université Charles. Gracias agit, c'est la distinction du ministère des Affaires étrangères tchèque, prix international de l'Académie slovaque des sciences. Et oui, ce serait tout. Sinon, ces publications, 60 ouvrages personnels ou dirigés et plus de 190 articles à l'espace consacrés à l'espace tchécoslovaque et à l'Europe centrale et la réception en France. Il travaille beaucoup sur les médiateurs culturels. C'est ce qui va faire objet de notre présentation d'aujourd'hui et de notre débat. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas, je te donne la parole. Avant de poser la première question. Merci beaucoup, cher Petre. Je voudrais tout d'abord remercier les responsables de la bibliothèque Kundera, de l'Institut français et du CEFRES qui ont concouru à cette réunion et vous dire tout le plaisir que j'ai d'être à Brno, que j'ai beaucoup fréquenté lorsque je dirigeais le CEFRES à Prague entre 1998 et 2001. Voilà. Sinon, vous savez l'essentiel de ce que j'ai fait à travers ce qu'a dit très, très gentiment le professeur Petr Kiloušek. Et là, vous avez un aperçu de mes publications. Vous voyez qu'il y a quelques publications en tchèque, elles ne sont pas toutes là, et notamment une biographie d'Edvard Beneš qui est sortie en 2016, et puis ce volume Naše Francie qui était en même temps le catalogue de l'exposition qui avait lieu en 2018 pour le cinquantenaire pour le centenaire de la naissance de la Tchécoslovaquie. Ça a été une des seules manifestations françaises, entre guillemets, à l'occasion de ce centenaire. Voilà. Merci Antoine d'avoir complété cette présentation. Et je vais poser la première question. Alors, ton intérêt pour l'espace centre-européen, pour, disons, la culture tchèque, est en quelque sorte, comment dire, marqué aussi par une certaine distance. C'est-à-dire, toi, comme spécialiste français de l'espace tchèque, cette distance te permet quand même de traiter certains sujets, j'ai remarqué, qui sont marqués par l'intérêt pour des personnalités complexes, souvent controversées, notamment en République tchèque. C'est le cas de Beneš
C'est aussi le cas de Marcel Emonin, d'une certaine manière, et aussi, en fait, aussi de Milan Kundera. On le sait très bien. Voilà, c'est toujours ce côté controversé qui marque certains de tes ouvrages. Alors, je pose la question, pourquoi cet intérêt pour les personnalités complexes et controversées? Pourquoi Bénèche, par exemple? Voilà, c'est la première question. Alors, mon compagnonnage avec Edvard Beneš a commencé en 1972 dans une situation où, dans la Tchécoslovaquie normalisée, il n'y avait pas de possibilité pour un occidental de consulter les archives du XXe siècle. Donc, mon professeur à la Sorbonne m'a conseillé de me concentrer sur le rôle de la France dans la naissance de la Tchécoslovaquie. Et j'ai choisi, à travers essentiellement les archives françaises, d'étudier ce rôle de la France dans la naissance de la Tchécoslovaquie et plus particulièrement d'étudier le rôle du séjour de Beneš de 1915 à 1919. Donc ça a été ma première approche, sachant que le premier personnage de l'histoire tchécoslovaque que j'ai rencontré n'était pas Beneš, mais Štěpánik, parce que j'ai commencé à travailler dans les archives, des archives militaires, et que, bien entendu, Štěpánik était beaucoup plus présent que Beneš dans ces archives militaires. Et j'ai en moi une espèce de regret, je ne sais pas si je le ferai un jour, mais j'ai une grande bibliothèque consacrée à Štěpánik et peut-être écrirai-je un roman sur Štěpánik et non plus une biographie historique. Donc voilà comment j'en suis arrivé à Beneš. Et puis ensuite, le développement de mes travaux a porté sur les relations franco-tchécoslovaques dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1938. Et bien sûr, Beneš était central dans ces relations. Et puis la troisième phase, je me suis rendu compte qu'il n'y avait en France aucune biographie de Beneš, en dehors de petites biographies très laudatives qui avaient été écrites dans l'entre-deux-guerres. Donc je me suis attelé à une biographie de Beneš en prenant vis-à-vis de cette personnalité très contestée, très attaquée, mais aussi chez certains très admirée, de façon un peu idolâtrée même dans certains milieux. J'ai pris le parti d'essayer d'aborder cette personnalité avec beaucoup plus de distance et essayer de le remettre dans le contexte international et national dans lequel il était. Et je n'ai voulu dans sa biographie ni construire un monument, ni faire un pamphlet. Il y a eu beaucoup de pamphlets sur Beneš, donc avec une certaine distance. Et cet ouvrage paru en français en 2015 a été traduit en 2016 chez Argo et a suscité un certain intérêt du côté tchèque, du fait précisément de cette distance que moi, historien français, je pouvais avoir par rapport à des historiens tchèques beaucoup plus impliqués dans tout ce qui entoure la personnalité de Beneš. Merci. Donc, Beneš, et maintenant, pourquoi Marcel Emonin? Pour moi, finalement, un personnage beaucoup plus intéressant, puisque entre plusieurs mondes. Oui, alors, Marcel Emonin, c'est aussi un personnage extrêmement contesté et objet de polémiques très violentes, pas pour votre génération, mais et je dirais même pas pour ma génération, mais pour la génération précédente, parce qu'il a été au cœur de la guerre froide. C'est ça qui fait qu'il a été un personnage à la fois détesté, parfois aimé. J'aurai l'occasion d'y revenir.
il se trouve que j'ai rencontré Marcel Lemonin en 1977. Et c'est pas hier. Et je l'ai rencontré parce qu'à l'époque, je commençais ma thèse d'État et sur la période de l'entre-deux-guerres. Or, Marcel Lemonin avait séjourné à Prague entre 1933 et 1939. Je vais y revenir dans quelques instants. Et voilà, ça s'était arrêté là. Et puis en 2023, les responsables des archives de l'Institut d'études slaves, l'Institut d'études slaves est une institution qui a été créée en 1919 par Ernest Denis, un personnage mythique dans les relations franco-tchécoslovaques. Et donc, les archivistes de l'Institut d'études slaves ont demandé de faire une conférence à partir d'une photo. Il faut avancer que vous allez voir après, donc après. Voilà. Vous voyez cette photo. Au centre de cette photo, il y a le général Leclerc. Je ne sais pas si le général Leclerc vous dit quelque chose. Ça a été le grand héros de la France libre pendant la guerre, celui dont la 2e division blindée a contribué à la libération de la France en 1944, qui ensuite est allé jusqu'à l'Allemagne, et donc qui est une sorte d'icône, si vous voulez, de la résistance. Hot boy, hein, en tchèque. Et sur cette photo, à la droite du général Leclerc, vous avez un personnage que je connaissais également parce que j'avais beaucoup travaillé sur lui, qui était l'ancien président de l'Institut d'études slaves, un slaviste célèbre dans toute l'Europe, qui s'appelait André Mazon. Et à sa droite, vous voyez le monsieur avec les moustaches et les petites lunettes, et c'était Marcel Lemonin. Et ça m'a ramené donc à cette rencontre très, très, très ancienne. Et j'ai voulu comprendre pourquoi Marcel Lemonin était là. Pourquoi? C'est une photo qui date du 14 juillet 1945. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Hein. Donc le général Leclerc a été envoyé par le général de Gaulle, qui était à la tête du gouvernement, pour venir à Prague et sceller de nouvelles relations. Hein, on a dit, après ce voyage, Munich est effacé. Mnichovska Dohoda. Les accords de Munich sont effacés. Voilà. Donc, je me suis penché sur ce personnage, Marcel Lemonin. J'ai retrouvé ses enfants. Grâce à ces enfants, j'ai retrouvé ses archives. Et à partir de ce moment-là, l'article que je voulais écrire s'est transformé en livre. Voilà. Et c'est le résultat, enfin vous avez vu la couverture tout à l'heure, ce livre est le résultat de cette série de hasards et de circonstances qui ont été très largement indépendantes de ma volonté. Voilà, la lecture de tes livres, mais aussi ce que je sais sur tes séjours pragois, en fait, me donne l'image de toi comme celui qui est féru des archives, qui reste toujours près des sources pour se documenter pour tes travaux. Et alors, ma question suivante, c'est ta méthode et pourquoi cette hantise, j'exagère peut-être, mais c'est vraiment très conséquent dans ton comportement. Pourquoi cette hantise des archives ? Je vais être très rapide pour ne pas vous ennuyer, mais il y a peut-être des historiens parmi vous. Et les historiens savent que sans archives, il n'existe pas. Les historiens, c'est comme le héros mythologique Anté. Anté, c'est un personnage de la mythologie qui, lorsque on l'arrachait de terre, perdait ses forces. Eh bien, l'historien, c'est un peu ça. Quand on l'arrache des archives, il perd de ses forces. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai eu une très grande frustration de ne pas pouvoir travailler dans les archives entre 1975 et ici, à Prague, travaillant sur les relations franco-tchécoslovaques, entre 1975 et 1990. J'ai été privé d'archives pendant 15 ans, plus de 15 ans. Et je me suis rattrapé depuis.
Depuis 1990, je viens régulièrement, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, quand j'étais en activité comme enseignant pendant les vacances pour travailler dans les archives. Et donc j'ai revécu, j'ai retrouvé le sol de Hanté. Voilà pour expliquer mon lien avec les archives. J'ajouterais que, et ça c'est quelque chose que savent les historiens, les archives ne parlent pas. Les archives répondent aux questions qu'on leur pose. Et c'est la raison pour laquelle l'histoire se renouvelle au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'on pose des nouvelles questions à des archives qui ont déjà été vues, mais quand on pose de nouvelles questions, on a de nouvelles réponses. Et bien sûr, les archives ne sont pas le seul matériau. J'ai beaucoup pratiqué les entretiens et c'est formidablement, je dirais, valorisant pour ceux qui travaillent sur le contemporain de pouvoir travailler avec des interlocuteurs et mettre à l'épreuve les connaissances que l'on tire des archives au témoignage. Et on le sait, très souvent, on a des surprises parce que beaucoup de choses échappent aux archives. Et puis un dernier point, il faut aussi se méfier des archives. Les archives, il faut les interroger, il faut savoir qui les a produites, pour faire quel effet, dans quelle perspective, dans quel contexte. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut poser. Il y a un dicton célèbre, testus nullus, testus unus, testus nullus. Un témoignage unique est un témoignage nul. Alors, ce n'est pas absolu, loin de là, mais il faut se méfier des témoignages qui ne sont pas, y compris archivistiques, qui ne sont pas recoupés. Merci. Donc, tu as éclairé ton travail de détective, finalement, poser des questions dans tous les sens, et croiser les informations, bien sûr. Je pense que, bon, on a abordé la méthode, et maintenant, peut-être, on va passer au personnage de Marcel Emonin et à la présentation de ton livre, c'est-à-dire... notamment, nous commencerons par les grandes étapes de sa vie, parce que c'est quelqu'un qui a vécu en Tchécoslovaquie avant la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. C'est donc quelqu'un qui a vu les grandes transformations de cet espace centre-européen. Donc, peut-être on va revenir, c'est ça, là, sur le personnage et la photo. Oui. Effectivement, ce qui m'a intéressé chez ce personnage, qui n'est pas un personnage de premier plan, c'est un personnage de second plan, mais je dirais que souvent, puisque j'ai expérimenté à la fois la vie d'un personnage de premier plan qui était Edvard Beneš, et puis un autre, mais j'ai écrit d'autres biographies par ailleurs, mais qui concernent seulement le domaine français. Et passer à Emonin, c'est éclairer le passé par quelqu'un qui n'est pas devant la scène, qui est en quelque sorte... qui relève de ce qu'on appelle la micro-histoire, qui s'est développée à partir des années 70-80 et qui est une façon de se décaler pour regarder la grande histoire à travers la micro-histoire. Alors, ce personnage, il est né en 1911 et il est mort en 1984. Et il a été au cœur des relations franco-tchécoslovaques pendant 50 ans, de 1933 à sa mort en 1984. Il est mort assez jeune, il avait 72 ans. Et alors, les différentes phases, tu m'interrogeais sur les différentes phases. Alors, il y a une première phase qui est, je dirais, la phase de formation et des premières expériences tchécoslovaques.
phase de formation entre 1911 donc, et 1939. Ce qui est intéressant chez Marcel Emonin, c'est que c'est quelqu'un qui va être gagné en quelque sorte à la cause tchécoslovaque parce qu'il a été lycéen au lycée Carnot de Dijon. Et certains d'entre vous savent peut-être qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1920, puis en 1924, on a créé en France, dans 3 lycées, à Dijon, à Nîmes et à Saint-Germain-en-Laye pour les filles, des classes, des sections tchécoslovaques. Et là, on sélectionnait en Tchécoslovaquie des jeunes gens pour qu'ils fassent leurs 3 dernières années, ce qu'on appelle en France la seconde, la première et la terminale, jusqu'au baccalauréat, pour avoir un baccalauréat qui avait une double validité, qui était valable en France et qui était également valable en Tchécoslovaquie. Il se trouve que le jeune Emonin a été au lycée Carnot de Dijon. Et là, il s'est pris d'un amour fou pour la culture tchèque. Il me disait en 1977 que c'était la figure de Hus qui l'avait frappé. Et que cette figure l'a fasciné. Il ne faut pas oublier que la Première République tchécoslovaque est marquée par cette filiation que vous connaissez, Hus, Komensky, Palecki, Masaryk. Dès qu'il a 15 ans, ce qui est un cas assez exceptionnel en France, il va en Tchécoslovaquie. Il cherche à rencontrer le président Masaryk, qu'il rencontrera peu après. Il est habité par cette passion de la culture tchèque. Il apprend le tchèque, bien sûr, avec ses petits camarades au lycée de Dijon. Et donc, il passe une licence de philosophie. Et dès qu'il a sa licence de philosophie en 1933, il a 22 ans, il part à Prague et il se fait recruter comme professeur de philosophie et de français au lycée français de Prague. Et il y reste jusqu'en 1939. Jusqu'en 1939 parce que le lycée a continué de fonctionner encore entre septembre 38, entre mars 39 et l'été 39. Et puis ce lycée a été réquisitionné par les Allemands et par conséquent les Français, tous les Français de Prague sont partis à la fin du mois d'août 1939. Voilà la première phase. Deuxième phase, je passerai plus rapidement, c'est la phase de la guerre. Les enseignants qui étaient à Prague sont rapatriés en France et lui se retrouve à Clermont-Ferrand, centre de la France, et il occupe un poste d'enseignement à distance pendant toute la guerre. Il est proche des milieux de la résistance et quand la guerre se termine, à l'automne 1944, en France, vous savez qu'elle se termine avant la fin de la guerre en Tchécoslovaquie, protectorat de Bohème-Moravie, plus exactement, et il a tissé des liens dans la résistance qui font qu'il rentre, et là on aborde la troisième phase, il rentre au ministère de l'Éducation nationale, dans le cabinet du ministre, comme un des responsables de la politique internationale du ministère de l'Éducation nationale. Et là, il va retisser des liens, il va à Londres, où il rencontre un certain nombre de responsables tchécoslovaques. Il va également, il retisse les liens en prévision de la libération de la Tchécoslovaquie, qui n'est libérée que, vous le savez, qu'au mois de mai 1945 et dont les relations internationales ne reprennent qu'en juin 1945, avec le retour des diplomates étrangers à Prague. Et il s'arrange pour devenir le directeur de l'Institut français de Prague. Et là, pendant 4 années, il va diriger jusqu'à la fin de l'année 1949 l'Institut français de Prague. Et puis,
Il arrive, ça arrivera 2 fois dans sa vie, il lui arrive un problème, je dirais, matrimonial, personnel. Il veut divorcer, il a rencontré une jeune femme, sa femme légitime fait un véritable scandale, et les diplomates français décident d'écarter Marcel Emonin de Prague et l'envoient en Bulgarie, à Sofia, pour diriger l'Institut français de Sofia. Donc ça, c'était la 3e phase. 4e phase, l'Institut de Sofia est fermé très rapidement, dès l'été 1950. Donc Marcel Emonin n'a pas grand-chose à faire à Sofia, mais il est en poste jusqu'à la fin de l'année. Et là, il s'attend à ce qu'on lui propose un nouveau poste. On ne lui propose pas de nouveau poste, vraisemblablement avec le souvenir du scandale qui avait éclaté à la fin de l'année 1949. Donc, et il disparaît. Il disparaît et nous rentrons dans la quatrième phase. Le 27 avril 1951. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Le 27 avril 1951, on le voit faire une conférence de presse, 27 avril 1951. Nous sommes en pleine période stalinienne. Les procès ont déjà commencé. Le procès de Slansky se prépare déjà un peu, qui aura lieu en novembre 1952. Et là, Marcel Emonin, ancien directeur de l'Institut français de Prague, il va falloir que tu lises le texte. Le 3e. C'est le 3e, là. Voilà. Non, c'est le 2e. Oui, c'est le 2e. C'est ça, c'est le 2e. Extrait que je lis. Je considère comme mon devoir de Français, attaché à son peuple, de me placer aujourd'hui dans le camp de la paix et du progrès, et mon travail aidant de contribuer à les assurer. Par là également, je compte seconder simplement, mais activement, notre peuple a préparé, ainsi que le peuple tchécoslovaque le fait actuellement, sous nos yeux, un avenir meilleur construit sur les assises d'un labeur pacifique. Voilà. Donc il fait cette déclaration à laquelle il ajoute des accusations d'espionnage de la part des institutions culturelles françaises et il demande l'asile politique en Tchécoslovaquie. Ce n'est pas le seul cas, mais c'est un des rares cas de demande d'asile politique de la part d'Occidentaux. Il y a quelques Américains, il y a une Britannique, il y a un autre Français qui n'avait pas un statut aussi important. Et bien sûr, ça a un écho énorme, cette déclaration. Ça cause un scandale phénoménal. Et commence une 4e période au cours de laquelle Marcel Emonin va rester en Tchécoslovaquie, dans laquelle il a demandé l'asile politique, de 1951 à 1962. Donc, au cours de cette période, il va dans un premier temps travailler à Radio Prague International, dans la section française, quelques mois, pendant 6 mois, et puis il va devenir lecteur à la chaire de romanistique de l'Université Charles, Filozofická fakulta, FFUK. Et là, il va rester 10 ans. Il va enseigner 10 ans. Alors, il est dans un premier temps lecteur, et puis il devient maître assistant, un statut un peu meilleur sur le plan statut social et également des revenus. Mais pendant cette période, comme vous le savez, vraisemblablement tous, les universitaires étaient très mal rémunérés. Un professeur d'université gagnait nettement moins qu'un chauffeur de tramway. Donc,
et je ne sais pas si ça s'est tellement amélioré depuis. Et donc, il fait beaucoup de traductions. Il fait beaucoup de traductions parce que, bon, il est sollicité par un certain nombre d'éditeurs, et alors il traduit de tout. Hein. Il traduit des ouvrages politiques, il traduit des ouvrages littéraires déjà. Il commence sa traduction littéraire, mais on en reparlera tout à l'heure. Il vit de ça. Et en 61, nouvelle affaire, il séduit ou il est séduit. Je ne m'avancerai pas sur les détails, par une jeune étudiante de 18 ans. Il est né en 1911. En 1958, il a 47 ans. Ça fait scandale. Dans la Tchécoslovaquie communiste, on pourrait se dire, bon, c'est des affaires qui n'ont pas d'influence. Mais non, ça provoque un séisme. On estime qu'il ne faut plus qu'il enseigne. Il est renvoyé de l'université Charles. Alors pendant un an, il vit de traduction. Et en 1962, il prend la décision de partir en Algérie. L'Algérie est devenue indépendante au printemps 1962. Et il part enseigner à l'université d'Alger jusqu'en 1967. Il crée même à l'université d'Alger un petit institut d'études slaves avec sa femme, qui est à la fois qui était étudiante en français et en russe, et puis quelques Russes locaux, jusqu'en 1967. La dernière phase commence en 1967, en automne 1967, après des approches extrêmement prudentes et compliquées, entreprises déjà dès 1965, il réussit à rentrer en France. Et en France, il va avoir deux activités principales. Il va devenir enseignant de tchèque à l'université de Vincennes en 1968. Cette université était une université expérimentale qui est née dans la foulée des événements de mai 1968, donc très, très à gauche, hein, très, très, très engagé, et également professeur de tchèque à l'université de Nanterre, à l'ouest de Paris, une ville qui est à l'ouest de Paris, qui est une université qu'on appelle Paris 10, qui est une université importante. Et il va enseigner jusqu'en 1980 dans ces universités, c'est-à-dire qu'il va former, il renverse un petit peu la perspective. Hein. À Prague, il enseignait le français et la littérature française à des Tchèques. À Paris, il va enseigner le tchèque et la littérature tchèque à des Français. Et je peux vous dire que j'ai rencontré pour cette biographie un certain nombre de ces étudiants qui étaient tous enthousiastes devant sa générosité, et lui-même restait enthousiaste par rapport à cette culture. Il voulait absolument transmettre. Alors ça, c'est un aspect de son activité quand il est à Paris. Et puis l'autre aspect, c'est la traduction. Et il a commencé la traduction littéraire très tôt, déjà dans l'entre-deux-guerres. Il a traduit, mais sans la signer, on peut peut-être avancer, je sais pas. Voilà. Alors ça c'est, on va s'arrêter un instant sur cette photo parce que c'est ce qui précède en quelque sorte sa conférence de presse de 1951. En 1949, en décembre 1949, il rentre au Parti communiste français et il est recruté par la STB. Donc vous voyez son nom. Alors cette activité ne va pas durer très très longtemps. Il va être actif, si vous voulez, dans cette activité jusqu'à environ 56-57. Après, il n'est plus actif du tout.
il ne donne plus de renseignements. Voilà. Et il est entraîné dans cette voie par son épouse. Son épouse, sa nouvelle compagne, plus exactement, qui, elle, est communiste depuis longtemps et qui est une personne très, très engagée, en particulier dans la lutte anticoloniale. Il faut voir l'atmosphère qu'il y a à cette époque et qui est accélérée par l'anticolonialisme, qui se conjugue avec l'anti-américanisme et qui est en quelque sorte amplifié par la guerre de Corée, autour de laquelle, bien sûr, le régime communiste brode la légende d'une Union soviétique pacifique qui empêchera la guerre, alors que les Américains se lancent dans la guerre. Bon, je ne peux pas développer. Alors, vous le voyez là, Marcel Emonin, en septembre 62, juste avant son départ en Algérie, et à sa gauche, vous avez sa nouvelle compagne, qui s'appelle Marie Khaloupkova, et à droite, c'est la sœur de Marie Khaloupkova qui est à côté d'elle, à sa gauche, et à gauche de la sœur de Marie Khaloupkova, vous avez Elsa Triolet et Louis Aragon. Aragon était un familier de Prague, il venait très souvent avec Elsa Triolet à Prague. Voilà, alors vous avez là, on va s'arrêter là un instant, la liste des traductions que Marcel Emonin fait à partir de 1968. Vous voyez, et il commence avec la plaisanterie de Kundera. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais il n'a pas traduit que Kundera. Je pense que le nom d'Antolin Lim vous est peut-être familier. Ça a été un des grands journalistes de son époque, un grand spécialiste du cinéma aussi, non seulement du cinéma tchécoslovaque, mais du cinéma européen. Donc, Emonin a traduit aussi Jiří Šotola, La Nuit baroque, formidable traduction. Les jambes, c'est fait pour cavaler aussi. Havel. Et puis, bon, des traductions plus partielles que j'ai mentionnées pour compléter le tableau. Voilà, on passe peut-être aux traductions, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une étape, disons pour nous, très importante, puisqu'il a été très actif, comme vous voyez, non seulement pour les débuts de Milan Kundera, mais aussi pour les autres que nous considérons aussi comme les grands auteurs de la littérature tchèque. Et nous allons peut-être nous placer un peu sur ce problème des traductions de Kundera et passer finalement à toute cette problématique des traducteurs de Kundera. Alors, les contacts entre Kundera et Emonin. Oui, je commencerai peut-être, si tu le permets, par quelques mots sur Kundera et moi. D'accord. Moi, j'ai découvert Kundera en 1969. J'ai découvert en 1969 en lisant ce livre que vous voyez, La plaisanterie, qui a été publié en décembre 1968. Et ça a été mon premier contact, un de mes premiers contacts et mon premier choc avec la littérature tchèque. Donc j'ai découvert la littérature tchèque à travers Kundera, traduit par Emonin. Et ça a été un choc. Et puis ensuite, très rapidement après, j'ai lu les récits apocryphes de Čapek et puis Povídky z jedné a z druhé kapsy, etc. Bon. Ça a été le début d'une longue fréquentation avec la littérature tchèque, pour moi qui suis un historien qui n'est pas censé s'intéresser à la littérature. Et ça a été un premier point. Et puis, ma connaissance de Kundera s'est amplifiée par la suite parce que j'ai connu un écrivain tchèque exilé,
comme Kundera, qui s'appelait Jan Vladislav. Et Jan Vladislav a été un ami qui a fréquenté Kundera, qui m'a beaucoup parlé de Kundera. Et puis, pour terminer, il se trouve que un de mes amis de jeunesse était un des meilleurs amis de Viera et Milan Kundera, à tel point qu'il en a été l'héritier. Et qu'il a hérité de toutes les œuvres qui étaient chez Kundera à Paris. Donc, j'ai une connaissance d'une certaine façon indirecte, mais intime avec Kundera, qui fait que, je ferai une comparaison osée, que, comme pour Bénèche, je ne suis ni un adorateur de Kundera, ni un détracteur de Kundera. Je regarde Kundera, d'ailleurs, avec des yeux qui sont des yeux d'historien, beaucoup plus que des yeux littéraires. Et ce qui m'intéresse, là encore, chez les traducteurs, ce sont les parcours, beaucoup plus que la qualité ou la non-qualité des traductions qu'ils font. Voilà, pour répondre à la question des rapports entre c'est quand même assez compliqué. Oui, finalement. Les rapports entre Marcel Emonin et Milan Kundera. Là, je vais dire des choses qui ne sont pas connues du tout, qui sont parfois masquées. C'est que Kundera et Emonin se connaissaient depuis le début des années 60. Ils étaient amis. Ils se tutoyaient. Et quand, en 1967, 66, 67, on envisage la traduction de la plaisanterie, qui est encore à l'état de manuscrit, on va penser rapidement à Marcel Emonin, mais c'est plus compliqué que ça. Je vais vous raconter l'histoire un petit peu de la traduction de la plaisanterie. Antonin Lim, dont je vous parlais tout à l'heure, rencontre en 1966 Louis Aragon, grand poète français, et il lui dit, il y a un livre absolument formidable qui est en train de se préparer, d'un certain Milan Kundera. Il faut absolument que Gallimard, les éditions Gallimard, le traduisent. Quand Aragon disait quelque chose à Gaston Gallimard, ça relevait de l'ordre du commandement, en quelque sorte. Et donc, il confie, malgré tout, il y a des procédures chez les éditeurs, il confie le manuscrit de Kundera qui a été amené à Prague par une journaliste française. Il confie ce manuscrit à une lectrice. Le manuscrit est en tchèque. Cette lectrice conclut que ce manuscrit ne vaut pas la peine d'être publié. Ce qui met bien sûr la maison Gallimard en grande difficulté, puisque si on ne publie pas, si on n'obéit pas à la recommandation d'Aragon, c'est gênant. Donc on va donner le manuscrit à un autre lecteur que la précédente lectrice. Et qui est ce lecteur? C'est Marcel Emonin. Et Marcel Emonin, qui connaît bien Kundera, fait un rapport enthousiaste sur le livre de Kundera. Donc Gallimard, à la suite de ce rapport, dit on va le publier, et il propose à Emonin de le traduire. Et Milan Kundera écrit à ce moment-là à Marcel Emonin, donc on est en 1967. Oui.
oui, le 28 février 1967. Il y a peu, nous t'avons évoqué avec Amber Bouzoglou, et elle n'a pas tari d'éloges à ton sujet. Elle est bien informée de la situation autour de la plaisanterie, donc si quelque chose reste coincé ou emmêlé, il faudrait se tourner vers elle. Dans tous les cas, si je n'ai pas de nouvelles de toi, je t'enverrai encore un exemplaire quand j'aurai le contact avec le docteur Hort. Je me procurerai dans quelques jours l'art du roman pour toi et je te l'adresserai, mais cela ne vaut pas la lecture. Sinon, je te remercie beaucoup de vouloir te saisir de la chose. Oui, mon petit commentaire, l'art du roman, ce n'est pas l'art du roman qui sera publié beaucoup plus tard, c'est encore l'art du roman qui est consacré en tchèque à Vančura et à l'analyse des avant-gardes. Voilà, ça c'est la lettre de Kundera à Marcel Monin. Donc la traduction se fait. Et bon, je passe sur les détails que les curieux pourront retrouver en français dans mon livre et j'espère un jour en tchèque s'il est traduit. Donc le livre finalement paraît en décembre 1968 avec une préface de Louis Aragon. Une préface célèbre dans l'histoire de la littérature française, parce que Aragon rompt avec cette préface avec les régimes communistes. C'est sa rupture officielle et avec l'invasion, en critiquant bien sûr ouvertement l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques. Donc, on en est là. On en est là jusqu'en 1980. Et la traduction des Monins fait le succès de ce livre en France. Là, on peut le dire. C'est le début de la carrière internationale de Milan Kundera. Parce qu'à partir de là, bien sûr, tous ces autres livres vont être traduits en français. Et très souvent, les traductions du français, pas toujours, mais très souvent, les traductions du français serviront de base pour des traductions dans d'autres langues mondiales. Surtout, je parle de la période tchèque qui va jusqu'en 1990. 1980, grand scandale. Milan Kundera, qui est arrivé à Paris, il enseignait à Rennes pendant 4 ans, de 1975 à 1979, donc dans l'ouest de la France. En 1980, Milan Kundera dénonce la traduction de Marcel Monin. Il dénonce sa traduction et il raconte l'histoire suivante. Il dit j'ai été interviewé par un ami, philosophe, qui préparait une interview pour le Corriere della Sera et qui me dit « Mais comment se fait-il que vous ayez changé de style entre la plaisanterie et vos romans suivants ?» Et Kundera situe cet entretien en 1979. Et Kundera dit « Mais je n'ai pas changé de style entre la plaisanterie et mes autres romans. » Et il commence par regarder la traduction de Marcel Monin. Et effectivement, la traduction de Marcel Monin est en ce qu'on appellerait en français, je me tourne vers les traductrices, une traduction fleurie, une traduction pleine de métaphores, une traduction explicative. Si on parle de sokol, pour un Français, ça ne veut rien dire. Il faut expliquer ce que sont les sokols. Kundera, quand il découvre ça, est furieux.
il est furieux, il dénonce la traduction publiquement et il va choisir une personne pour retraduire le texte. Et là, j'en arrive à la deuxième figure qui s'appelle, on peut avancer, voilà. Vous voyez sur la traduction de droite, hein, là c'est la première édition avec la préface d'Aragon. À droite, vous avez la deuxième édition, traduction du tchèque par Marcel Emonin, entièrement revue par Claude Courtauld et l'auteur. Version définitive. C'est en 1980. J'ai rapidement trouvé qui était Claude Courtauld. Vous dire, l'historien, c'est parfois un enquêteur aussi. Je me suis dit, mais qui est Claude Courtauld? Moi, je ne connaissais pas de Claude Courtauld qui connaisse le tchèque. Mais qui c'est Claude Courtauld? J'ai finalement trouvé. Claude Courtauld, c'était un écrivain surréaliste, professeur de français au lycée à Paris, un écrivain surréaliste qui avait des liens avec la Tchécoslovaquie parce qu'il avait organisé en 1967 et 1968 une grande exposition qui en tchèque s'appelait Princip Slasty, qui avait commencé à Bratislava, qui était passé par Brno et qui était allé à Prague. Grande exposition qui était la première grande exposition surréaliste en Tchécoslovaquie, après la suppression du mouvement surréaliste, comme vous le savez, qu'on peut dater la rupture avec les avant-gardes, c'est la mort de Karel Taige au tout début des années 1950. Et le surréalisme n'était pas toléré par la culture communiste. Donc c'est un renouveau. Et lors de la préparation de cette exposition, Claude Courtauld avait eu des relations très fortes avec un écrivain surréaliste, un poète surréaliste tchèque qui s'appelait Petr Král. Donc vous connaissez peut-être le nom, qui était un des grands animateurs du surréalisme tchèque, pragois, pourrait-on dire. Et c'est vraisemblablement par ce biais que le lien avait été rétabli avec Kundera à la fin des années 70, en 79, et que Claude Courtauld avait révisé la traduction d'Emonin. Il y a une autre hypothèse aussi qui était un lien rétabli avec Antonin Lim, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un proche de Kundera aussi. Et puis il y a une légende qui entourait toute cette affaire, que je vous raconte parce que l'anecdote est savoureuse. Lorsque j'ai, non pas interrogé directement, mais fait interroger par mon amie Viera Kunderova sur le lien qu'il pouvait avoir avec Courtauld, elle m'a répondu « Oh !» Elle a répondu à mon ami « Oui, Milan m'a dit que le père de Claude Courtauld avait été le professeur de piano de mon père. » J'ai cherché partout quel avait été le parcours de Ludwig Kundera et je n'ai pas trouvé de Courtauld parmi ses professeurs de piano. Et puis, un événement imprévu. Dans la succession de Kundera, il y avait une photo qui était une photo d'Alfred Cortot, le grand pianiste français de l'entre-deux-guerres, qui était dédicacé à Ludwig Kundera, 1927, je crois. Donc, bien évidemment, je raconte cette anecdote parce que Milan Kundera a fait croire à sa femme, c'était un grand plaisantin. Il a fait croire à sa femme cette histoire fictive que Courtauld, vous voyez la différence,
Courtauld, Cortot, c'est très proche. Donc il a fait croire que c'était le père de Courtauld qui avait été le professeur de piano de son propre père. Voilà. Plus prosaïquement, c'est vraisemblablement cette filière surréaliste qui a fait que Courtauld est devenu le traducteur, le co-traducteur de la plaisanterie. Mais la connaissance du français de Kundera progressant, en 1985, il fait une nouvelle traduction de la plaisanterie, et cette fois, Claude Courtauld n'est pas disponible, donc il ne peut pas le mobiliser. C'est Querelle. Donc voilà pour le deuxième traducteur. Les relations entre Claude Courtauld et Milan Kundera ont été des relations très, très chaleureuses. J'ai vu leur correspondance, des relations de grand respect, de respect réciproque. Une belle relation. Le troisième traducteur, oui, nous sommes dans les temps, c'est François Querelle. Vous voyez là deux photos qui m'ont été communiquées par la fille de François Querelle. François Querelle est le grand traducteur de Kundera. Il a une histoire très très particulière. C'est François Querelle est son nom pseudonyme, son nom de plume. Il s'appelait François Hirsch. Il a vécu la guerre comme jeune juif, caché dans les montagnes par des Français qui protégeaient les Juifs pendant la guerre. Donc il a réchappé à la guerre. Son père, lui, a été gazé à Auschwitz. Mais sa mère en a réchappé et lui aussi. Au lendemain de la guerre, il commence à faire des études de droit et le droit ne l'intéresse pas du tout. Il abandonne assez rapidement ses études de droit et il commence par apprendre le russe et le tchèque. On parlait de l'INALCO où Petr a brillamment enseigné pendant plus de 2 ans. Donc il apprend le tchèque à l'école des langues orientales, ce qu'on appelait à l'époque l'école nationale des langues orientales vivantes. Et très vite, il vient en Tchécoslovaquie. Et il rencontre Kundera en 1955. Donc Kundera est encore un jeune poète, très aligné dans la ligne communiste. Il écrit des poèmes enthousiastes sur la construction du socialisme, ensuite sur Gagarine dans l'espace, etc., etc. Période qui va complètement renier par la suite comme un péché de jeunesse. Et donc il fréquente Kundera, il fréquente Nesval. Querelle est fasciné par la poésie de Nesval. Il va être un des principaux traducteurs de Nesval en français. Et il traduit quelques nouvelles de Śmieszny qui sont publiées non pas sous forme de volume, mais dans des revues à partir de 1965-66. Donc c'est lui le premier traducteur de Havel, de Kundera. On pense toujours que c'est Marcel Ebonin qui est le premier traducteur, mais en fait c'est Querelle. Et Querelle va être le principal traducteur de Kundera jusqu'en 1984. Il va traduire toute la production tchèque de Kundera entre la plaisanterie d'une part et d'autre part l'immortalité, Nesmrtelnost, qui est publiée en 1990. Donc c'est le grand traducteur de Kundera. Il va lui arriver malheureusement la même mésaventure en quelque sorte qu'à Marcel Ebonin. En 1988,
voit publier dans les librairies que sa traduction, l'un des romans de Kundera, a été revue et corrigée par Kundera. Et là, c'est un choc terrible. Il écrit à Kundera. Kundera ne lui répond pas. Dans un premier temps, ça dure pendant des mois. Et finalement, Kundera lui répond. Oui, c'est une lettre de Milan Kundera à François Querelle du 24 décembre 1988. Merci de ta lettre. Je l'ai reçue hier parce que je ne suis pratiquement plus à Paris. Et quand je suis à Paris, je ne réponds pratiquement plus au téléphone. Je te prie, ne t'interprète pas mal mon silence. Il était général. J'ai essayé de me cacher, et à l'égard de toi, il a été causé seulement, d'abord par mes embarras, ensuite par mon sentiment de culpabilité. Parce que j'intervenais dans tes traductions sans t'informer, j'ai pensé que tu t'es fâché. C'est si simple que cela, rien d'autre. En fin de compte, je me sens très mal. Et je n'aime pas mes livres, c'est-à-dire non pas ces livres, mais tout ce qui passe autour et qui me met dans une dépression perpétuelle. Je demande sans cesse, Vera, de déménager radicalement, mais elle, raisonnable, pratique, lucide, sabote mes évasions en les jugeant pathologiques. C'est tout. Tu es mon vieux ami que j'aime, d'autant plus que je me sens un peu coupable à l'égard de toi. Ton Milan. Oui, vous voyez une dimension très caractéristique de Havel, de Kundera, pardon, du lapsus, qui montre le rapport extrêmement difficile qu'il a pu avoir avec ses traducteurs. Il revient sans cesse, et d'ailleurs c'est vrai pour toutes ses œuvres, vous le savez si vous connaissez un peu son œuvre, quand vous regardez les éditions de ses premières nouvelles au milieu des années 60, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a une réédition, il la modifie. Et il pratique exactement de la même façon sur les traductions qui sont faites de son œuvre. De telle façon que Gert, par exemple, la plaisanterie, traduite par Emonin, est plus fidèle au texte originel que la plaisanterie telle qu'elle sera finalement republiée dans les années 90 en tchèque. C'est très paradoxal et ça pose bien sûr la question du rapport de l'écrivain à son œuvre, la question du rapport à ses traducteurs. J'ajouterais en ce qui concerne Querelle que, oui, on le voit ici, donc on voit que l'intimité était très forte entre Querelle et Emonin. J'ajouterais que Querelle a eu une telle blessure de cette attitude de Kundera que jusqu'à sa mort, il en parlait. Pour lui, ça a été une vraie trahison, cette attitude de Kundera à son égard. Et j'en arrive au dernier traducteur. Oui, la mystérieuse Eva Bloch. Eva Bloch. Eva Bloch, c'est la traductrice, censée être la traductrice de l'immortalité. On peut peut-être. Alors vous voyez les traductions, oui, les traductions de Querelle. Il a consacré l'essentiel de son œuvre de traduction du tchèque à Kundera. Il était le traducteur de Kundera. Et on voit bien dans les archives qu'à chaque fois qu'il y a un autre texte à traduire, on lui a proposé à plusieurs reprises de traduire d'autres livres de Shkoretsky, d'autres livres de Harabal. Il a donné toujours la priorité à Kundera, priorité absolue à Kundera. Voilà, donc Eva Bloch.
J'ai cherché Eva Bloch pendant 6 mois. Personne ne connaissait Eva Bloch. Mystère sur Eva Bloch. Et j'ai eu de la chance pour éclaircir ce mystère, parce que je travaillais sur les dossiers de traduction des éditions Gallimard et je suis tombé sur un dossier concernant l'immortalité sur lequel il y avait simplement 2 noms. Milan Kundera, le dossier était vide et sur ce dossier, il y avait Milan Kundera et un autre nom que je me suis engagé à ne pas donner. Et cet autre nom, c'était quelque chose qui me disait quelque chose. J'avais lu des ouvrages de ce personnage, de ce nom qui apparaissait sur le dossier. Donc, je vous passe le détail, mais j'ai retrouvé les coordonnées de cette personne qui n'était ni une femme et qui n'était pas d'origine juive. Et je lui écris, et par retour du courrier, il m'écrit « Eva Bloch, c'est moi ». Donc c'est je perçais le mystère du 4e traducteur, la 4e traductrice de Kundera. Une semaine après, pour moi, c'était bien sûr une obligation pressante. Je demande un rendez-vous à Eva Bloch et Eva Bloch me répond on peut se voir la semaine prochaine. Donc nous avons passé 3 heures ensemble et il ou elle m'a raconté comment ils avaient traduit l'immortalité avec Kundera. Et ça m'a éclairé, alors je vais vous dire en 2 mots comment la traduction s'est faite, ça m'a éclairé sur la traduction qui avait été faite avec Claude Courtauld, la retraduction qui avait été faite avec Claude Courtauld. En fait, mon interlocuteur me disait j'ai passé 6 mois avec Milan Kundera, 1 journée ou 2 journées par semaine. J'avais mon petit ordinateur. On commençait par avoir les premiers ordinateurs avec des disquettes qu'on mettait dans les ordinateurs. Et Kundera me lisait le mot à mot des phrases, et moi, je le mettais en français. Et c'est comme ça que l'immortalité a été traduite. Alors pourquoi le traducteur n'a pas signé le livre? Et il m'explique la chose suivante. Milan Kundera est parti en Suisse avec le manuscrit. Milan Kundera adorait les petits pays et les îles. Il partait en vacances en Suisse, en Corse, en Irlande, en Islande, en Martinique. Il adorait les îles et les petits pays. Donc, il part avec le manuscrit et il revient en ayant fait des corrections, un certain nombre de corrections, une dizaine de corrections, qui ne convenaient absolument pas au traducteur. Donc, il dit « Je ne veux pas signer, comme Claude Courtauld l'avait fait pour La plaisanterie, je ne veux pas signer cette traduction ». Et du coup, Milan Kundera lui dit « Tu n'es pas une femme, donc on va t'appeler Eva, et tu n'es pas d'origine juive, on va t'appeler Bloch. Donc, on va mettre Eva Bloch comme traducteur. » Si je vous raconte toute cette histoire, c'est parce que c'est la dernière traduction du tchèque qui est faite en français en 1990. Et que je vois dans le rapport de Milan Kundera avec ses traducteurs la volonté en quelque sorte, de faire abstraction des traducteurs.
il ne veut pas de médiation entre son texte et le texte français. Donc, à deux reprises, il... oui, à deux reprises... Non, c'est ça, c'est plutôt... Pardon? Oui, ça va à nouveau. Ça va. Donc, à deux reprises, il fait appel pour traduire ou pour retraduire à des traducteurs, entre guillemets, qui ne connaissent pas un mot de tchèque. Courtauld et Eva Bloch. Donc, et c'est à partir de là, à partir de 1990, et j'en arrive à ma conclusion, qu'il passe au français. Il écrit désormais en français. Et en écrivant en français, à partir de ce moment-là, il échappe à la médiation du traducteur. Alors ça pose toutes sortes de questions dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais c'est vrai que Milan Kundera, qui a pourtant l'expérience de la traduction, il a traduit Apollinaire en deux phases, une première fois très, très marginalement en 1958, et puis une deuxième fois de façon beaucoup plus développée en 1965. Donc il sait ce qu'est la traduction. Et il sait, elles ne sont pas mauvaises d'ailleurs, ces traductions d'Apollinaire. Il sait quelle est la difficulté de traduire et que la traduction nécessite une adaptation. Et il refuse une adaptation. Je vais vous donner deux exemples. Une jeune Tchèque à l'époque, exilée, rencontre Kundera, ça devait être au début, à la fin des années 70. Et Kundera lui dit, vous vous rendez compte ce que Marcel Lemonet a fait à ma traduction? Il y a un moment dans le roman où il dit, le personnage, la femme, se tenait debout, nue. Se tenait debout, nue. Stala Naha. Et Kundera lui dit, le traducteur, il a dit, elle était en tenue d'Ève. Alors je ne sais pas si c'est traduisible. Oui, c'est traduisible. Vous vous rendez compte, c'est un scandale. Il a écrit, elle était en tenue d'Ève. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mot nu un peu plus haut et que le français répugne à la répétition, utilise des synonymes. Et Kundera était totalement allergique aux synonymes. Il était inconcevable dans les textes littéraires de répéter 3 fois le même mot dans la même page, en français. Maintenant, c'est très courant. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, Emonin avait adapté, en quelque sorte, le texte pour qu'il passe mieux en français. Voilà, c'est un exemple tout à fait caractéristique. Et puis, il y avait un autre problème sur lequel avait buté la traduction d'Eva Bloch. C'était, et j'en terminerai là-dessus, ou presque, c'était la question des temps. Le système des temps est extrêmement complexe en français, et notamment le système du passé. On a 4 temps au passé. En tchèque, il y a le perfectif, l'imperfectif, et c'est tout, c'est beaucoup plus simple. Et malgré sa maîtrise du français, Milan Kundera n'a jamais su manier les temps. D'ailleurs, on le voit dans ses correspondances où il confond l'imparfait, le passé simple, le passé composé. C'est une des faiblesses d'ailleurs de son style, et c'est pour ça que son style en français est extrêmement épuré, parce qu'il ne pouvait pas manier cette subtilité des temps en français. Voilà. Et je terminerai en disant que c'est cette aventure avec Marcel Lemonin, avec ma biographie de Marcel Lemonin qui m'a amené, on peut mettre la dernière slide. Après. Non, ça remonte là. Après. Redescendre. J'ai mal compris.
Voilà. Donc, en conclusion, bon, vous l'avez compris, le passage de Kundera au français est le résultat de cette relation compliquée avec les traducteurs. Mais pas seulement. Pas seulement. Il a dû son succès, comme je vous l'ai dit, à ce premier roman, La plaisanterie. Ce premier roman avait été introduit par Louis Aragon, qui avait fait une lecture extrêmement politique de La plaisanterie, du roman La plaisanterie. Kundera a voulu se débarrasser de ce poids, de cette traduction d'Aragon. Aragon est mort en 1982. En 1985, il supprime la préface d'Aragon, très politique, de la nouvelle publication de La plaisanterie. Et puis, dernier point, plus personnel, bon, à partir de l'expérience de Marcel Lemonin, je me suis interrogé sur la place et le rôle des traducteurs du tchèque et du slovaque en français. Et depuis décembre 2024, je travaille sur un nouveau livre qui sera consacré aux traducteurs du tchèque et du slovaque en français depuis le 19e siècle. Et pour le moment, j'ai environ 300 traducteurs. Donc je suis passé d'un traducteur, Marcel Lemonin, à 300 traducteurs. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Antoine, de ce récit passionnant. Hein. Oui, bon. Ben, vous m'entendez? De ce récit passionnant, c'est bon, je pense que... Ah oui, c'est pour la traduction. Je te remercie pour ce récit passionnant. Non seulement en ce qui concerne Lemonin, parce que même le personnage même est un roman avec ce conflit entre l'histoire personnelle et la grande histoire dans toutes les mêlées et transformations depuis les années 1930, finalement, jusqu'à sa mort, mais aussi cette autre histoire très complexe et très compliquée de la traduction, qui est encore un autre domaine. Et nous serons très heureux de lire ton prochain livre, y compris le mystère d'Eva Bloch, parce que ce sera peut-être le contenu du prochain livre et une façon d'en discuter la prochaine fois. Donc maintenant, peut-être ce sera le moment d'ouvrir la discussion, questions-réponses. Oui, ben... tout d'abord, je te remercie. Je ne sais pas où on va s'arranger. Mohu česky, já bohužel... A můžete česky, protože Antoine rozumí česky, čte česky, ale odpoví francouzsky. To mi vůbec nevadí, já si vezmu to zařízení. Děkuji moc za krásnou přednášku. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste mohl trochu uvést právě vznik Pomalosti jako prvního díla, který je psaný Milanem Kunderou ve francouzštině. Jestli se o tom něco víc ví, jestli byla nějaká revize nějakým francouzským rodilým mluvčím, mám-li to říci takhle. A tuhle otázku jsme dost řešili tady právě v knihovně Milana Kundery na čtenářském klubu, protože ta změna jazyka u takového spisovatele je docela nezvyklá. Děkuju moc. Vous posez une question que non seulement je me suis posée, mais que j'ai posée à Eva Bloch, qui lui aussi est extrêmement perplexe sur la capacité de Milan Kundera à écrire seul ses romans.
en français. Donc, l'hypothèse que je formule, sans avoir pour le moment de réponse, c'est qu'il a effectivement écrit ses romans en français, mais que quelqu'un, derrière lui, les a corrigés. Milan Kundera arrive en France en 1975 et il a un français, je dirais, qui n'est pas très assuré à ce moment-là. Mais sa connaissance du français progresse parce qu'il enseigne. Il enseigne jusqu'aux années 80 régulièrement. Il a des séminaires à Rennes, il a des séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales, mais il lit ses textes. C'est quelqu'un qui a un maniement oral du français toujours hésitant. Mais c'est un homme du dictionnaire. Tous mes amis et ses amis m'ont dit que chez lui, c'était impressionnant. Il écrivait avec les dictionnaires, en permanence. Ce n'est pas quelqu'un qui écrivait comme ça au fil de la plume. Il s'assurait avec les dictionnaires. Donc, pour vous répondre, pour le moment, mais est-ce que c'est si important que ça ? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas identifié qui l'a aidé dans son écriture. Un certain nombre d'hypothèses qu'on peut formuler, mais il était soutenu peut-être tout simplement par des correcteurs et des correctrices des éditions Gallimard. Já nevím, jestli to funguje, ale zkuste to. Možná tady bude to. Já také děkuji za přednášku a naváží dotazem, jestli můžete něco říct právě z těch archivů k roli vlastně nakladatelství Gallimard, protože jednak je to, čeho jste se dotkl, ale i je to otázka přece nějakých licenčních smluv a jak je možné, že třeba do těch překladů mohl zasahovat potom Kundera, aniž by to překladatel věděl, nebo jak to třeba bylo s honoráři a tak dále. Question, je vais essayer de répondre à votre question, qui est une question un peu délicate. Il se trouve que j'ai pu accéder aux archives Gallimard, parce que moi-même, je suis un auteur de Gallimard, et que ça a facilité les choses. Dans ces documents, pour vous dire un petit peu ce qu'on trouve, vous avez des dossiers qui sont établis par titre. Dans ces dossiers, vous avez tous les contrats. Vous avez les avis des lecteurs, les posotke des lecteurs. Vous avez le cheminement non pas de la traduction, les traductions n'apparaissent pas dans les manuscrits. Moi, je n'ai vu que les dossiers administratifs, en quelque sorte, et les dossiers de presse, c'est-à-dire la façon dont étaient reçus les titres. Et vous avez tous les détails financiers. Mais moi, je ne m'y intéresse pas. Parce que, pour moi, ça relève du privé. Et je ne veux pas rentrer sur ce terrain. Voilà, donc, et les dossiers sont inégaux. C'est-à-dire que vous avez des dossiers où il y a tous les éléments qui sont rassemblés, et parfois des dossiers beaucoup plus lacunaires, où il y a des pièces qui manquent. Mais j'ajouterais que les éditions Gallimard sont, à ma connaissance, les seules éditions qui aient gardé des archives aussi bien tenues et aussi complètes. C'est une véritable catastrophe chez les autres éditeurs, parce que je travaille sur l'ensemble des éditeurs, et je peux vous dire que
rien à voir avec le soin que Gallimard a pris de ses archives. Et d'ailleurs, Gallimard conserve ses archives, alors que les autres éditeurs s'en sont débarrassés. Soit ils les ont détruites, ce qui est souvent le cas, soit ils les ont déposées dans un institut qui s'appelle l'IMEC, l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, qui se trouve près de Caen, en Normandie, donc dans une abbaye merveilleuse, qui est l'abbaye d'Ardenne. Voilà. Děkuji. Vážený pane profesore, přestože mám francouzské příjmení a francouzské předky, bohužel neovládám tento krásný jazyk. To nevadí. V každém případě nemám na vás žádný dotaz, ale chci vám vyjádřit svůj dík za vaši biografii o Edvardu Benešovi, protože jako novinář a publicista, který se velmi intenzivně zabývá dějinami, tak vím, že byla napsána celá řada biografií o Edvardu Benešovi a většina z nich ho hodnotila velmi, bych řekl, nespravedlivě, ale vaše biografie je zcela výjimečná, protože ho hodnotí velice objektivně a především v kontextu doby, ve které žil a kterou v podstatě utvářel. Takže já vám za to moc děkuji. Já taky děkuji. Děkuji moc krát. Bonsoir, merci beaucoup pour votre récit très fascinant, mais je pose la question en tchèque pour que toute la salle comprenne. Chtěla bych se zeptat vlastně, jak jste vysvětlil, že de facto prvním překladatelem byl François Querelle, který překládal povídky Směšných lásek, ale první román přeložil Marcel Aymon. Jak to, že nepokračoval v dalších překladech románů? Proč vlastně, když Kundera zjistil po 12 letech, že ten překlad je neadekvátní, proč nepokračoval dál, když o tom vlastně nevěděl? C'est une bonne question à laquelle je ne peux répondre que par des hypothèses. La première hypothèse, c'est que, comme je vous l'ai dit, François Querelle a commencé à traduire des nouvelles de Kundera dès 1965-1966. En 1967, quand la question se pose de traduire Gert, mon hypothèse, c'est que Querelle, qui était en même temps traducteur à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'est pas libre pour traduire à ce moment-là. Et que le fait que Emonin ait lui-même fait le posodec positif fait que, bon, il va remettre lui-même, il est en Algérie, mais il revient en France et pour remettre son posodec et remettre également le manuscrit. Et j'imagine qu'il a proposé de traduire. La réputation de Marcel Emonin en Tchécoslovaquie était excellente. En 1968, il reçoit le prix de traduction de l'Union des écrivains. J'ai vu le diplôme signé par Jaroslav Seifert. Donc, il est considéré comme un des meilleurs traducteurs du tchèque en français à l'époque. Et c'est quasi naturel qu'il traduise. Alors ensuite, pourquoi il n'a pas traduit d'autres romans ? Kundera émet les premiers doutes, c'est la raison pour laquelle je parlais d'une mise en scène à propos de 1979. Il émet ses premiers doutes en 1972. Il sent qu'il y a des choses qui, dans cette traduction, ne lui conviennent pas. Il l'écrit
dans son dialogue avec, il le dit à Claude Gallimard, le fils de Gaston. Et comme Querelle a une antériorité, et il reprend la main, c'est-à-dire il reprend la main des traductions pour les autres textes. Mais en 1979 encore, Kundera recommande à Gallimard, donc il est en France depuis 4 ans, il recommande encore Emonin pour traduire, je ne sais plus si c'est Groucha ou quelqu'un d'autre. Donc il n'a pas perdu confiance encore en Emonin. Moi, mon interprétation, mon hypothèse, c'est que la stigmatisation d'Emonin lui permet de prendre des distances avec l'introduction d'Aragon. Pour moi, c'est le cœur du problème. Bien sûr, cette traduction est infidèle. Traduttore, traditore, disent les Italiens. Elle est infidèle, c'est vrai, incontestablement. Sur le plan stylistique, pas sur le plan du sens, mais sur le plan stylistique, elle est infidèle. Mais je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles elle était infidèle. Et la colère de Milan Kundera me semble relever plutôt du fait qu'a été associé à la sortie de ce roman un statut de dissident, le pauvre Milan Kundera, victime du régime, qu'il ne voulait pas assumer, de façon extrêmement honnête d'ailleurs. Il ne voulait pas de cette... Et puis, il y avait une autre dimension. C'est très intéressant de voir les 2 corrections successives de 1980 et de 1985. Il détchéquise son texte. C'est-à-dire tout ce qui est référence à l'espace culturel tchécoslovaque, il le supprime. Et ça relève aussi de sa volonté d'universaliser son œuvre. Et ça, c'est quelque chose de très fort chez Kundera. Il ne veut plus être... D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué certaines réticences à son égard dans le milieu culturel tchèque. Voilà quelqu'un qui renie ses origines, d'une certaine façon. Mais ce n'est pas tant renier ses origines, à mes yeux, que de vouloir accéder à un universalisme de son œuvre. Et d'ailleurs, ça a très bien marché. Et ces traductions sont impressionnantes. Et le succès de son œuvre partout dans le monde, enfin, comme vous le savez, 40, son œuvre est traduite dans 40 langues. Enfin, c'est un des géants de l'édition. Děkuji za krásnou odpověď. Vzhledem k času, který se nám chýlí, bych poprosila o poslední dotaz. Vy budete mít poslední dotaz? Je me permets quand même d'autorité de poser une question. En fait, en 2008, il y a eu un colloque consacré à Kundera. Ce qui était frappant, c'est que Kundera était, en fait, pas lui, mais en fait, parmi les participants au colloque, il y avait un grand nombre de traducteurs. Et en fait, des traducteurs qui formaient une sorte de cercle, une sorte d'équipe très compacte. Alors, je me suis imaginé qu'il avait quand même dans chaque pays ses traducteurs attitrés. Et il me semble qu'il y a quand même une différence entre la Pologne, l'Islande, l'Espagne, l'Italie, où en fait il se fiait à ce traducteur, alors qu'en France, c'était tout le contraire. La preuve, c'est la démonstration. Alors, une hypothèse, tout simplement, ou ton hypothèse, de cette différence entre l'espace français et les autres espaces mondiaux, y compris, il y a peut-être avec une petite différence de l'espace américain, mais sinon.
Mais je pense que, Milan Kundera maîtrisait deux langues, l'allemand, et cette traductrice de l'allemand, d'ailleurs, a très, très récemment à l'UNESCO fait état de son témoignage sur ces traductions, mais les traductions du français. Elle a traduit du français. Pour les traductions du tchèque, elles étaient faites par mon amie Suzanne Roth, Suissesse, malheureusement précocement décédée. Et elle avait de très bonnes relations avec Milan Kundera. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé avec lui. Et il avait, je crois, une grande confiance en Suzanne. Donc le problème ne s'est pas posé. Là, les gens étaient éloignés. Emonin était à Alger quand il a traduit Kundera. Il a commencé à le traduire à Alger. Ensuite, il était en France, mais Kundera était en Tchécoslovaquie. Donc il n'y a pas eu de contact. Il n'y a pas eu de contact. Et pour Querelle, je pense que ça relève beaucoup plus de ce que je disais, c'est-à-dire que Kundera est un écrivain évolutif. Il change ses textes régulièrement. Il y a des écrivains qui ne bougent pas une virgule de leurs textes. Et Monin changeait très, très régulièrement ses textes, y compris ses textes tchèques. Donc, du coup... et Querelle, quand il voit édition, traduction révisée, il relit le livre. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. C'est un travail de bénédictin, comme on dit en français. Mais il dit, vous avez introduit des erreurs dans votre traduction. Je suis furieux parce que vous avez introduit des erreurs dans votre traduction. Et il a remanié, tout seul. Voilà. Děkuji pánům profesorům za famózní přednášku. Děkuji vám za účast, pozornost. Děkuji všem diskutujícím za otázky a pěkně prosím udržujte přízeň knihovně Milana Kundery, Moravské zemské knihovny i našim pánům profesorům. Děkuji, že jste tady byli s námi dneska.